Bienvenue à ce 58e épisode du podcast de Passion MLB, podcast qui est présenté en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, exceptionnellement le mercredi à 18h au lieu du mercredi à 20h pour les mêmes raisons que la semaine passée, parce qu'évidemment, on ne se battra pas contre les Canadiens de Montréal, donc on va faire ça avant et non pas pendant la rencontre. Donc, merci à ceux qui sont en mesure de l'écouter en live. Sinon, évidemment, ceux qui nous écoutent par toutes les bonnes plateformes de podcast, l'heure du live ne vous dérange évidemment pas. Pour cet épisode numéro 58, après un mois du début de la saison régulière, on a Sébastien Berroir, évidemment, comme d'habitude, pour jaser avec nous. Monsieur Berroir, comment ça va? Ça va très bien. Une deuxième de suite à 18h. Le Canadien, ils ne nous feront pas ça jusqu'au mois de juin. Là. Je serais bien étonné. Et on a avec nous Pascal Harvey qui collabore régulièrement sur le passionmlb.com et au podcast en tant que tel. Pascal, comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va super bien. Le baseball est commencé. Il y a des séries. Il y a une équipe de Montréal en série. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà. Je vois d'ailleurs ta belle chemise de baseball à l'écran. Là. C'est-tu la patch du match des étoiles en 82? Exact. Tous les chandails ou les chemises vintage des expos ont tous, ou à peu près tous, cette patch-là. Super. C'est un beau chandail. Je suis un peu jaloux. Oui. Messieurs, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet et d'aller voir ce qui se passe chez les Blue Jays de Toronto. Okay. Blue Jays. Let's play baseball. Sébastien, ce midi, tu as pondu un texte sur le passionmlb.com mercredi midi pour nous apprendre que Bo Bichette n'avait pas frappé de coup de circuit, attention, depuis 11 mois. Écoute, peut-être que ça va passer date au moment où certaines personnes vont écouter. On enregistre avant le match du 23 avril. Mais peu importe, c'est on va dire, fascinant pour rester poli. Oui, on peut-tu dire qu'il est dû, là? On peut le dire. Hein? Oui. Puis tu sais, c'est sûr que bon, il a manqué 2 mois d'activité de juillet à septembre l'an dernier. Il a raté quelques matchs au mois de juin aussi. Mais quand même, ça fait 11 mois que Bo Bichette n'a pas expédié la balle de l'autre côté de la clôture. C'est pas nécessairement un frappeur de puissance, Bo Bichette. C'est un frappeur de contact, un frappeur de moyenne. Mais quand même, c'est le seul frappeur de tout le baseball majeur avec au moins 200 apparitions au bâton qui n'a pas frappé de circuit. Donc, puis on le sait que les Jays aussi ont de la difficulté à frapper la longue balle. Donc, ça dénote un certain problème qu'on a à l'interne du côté des Jays. On veut y aller pour le contact. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça va prendre de la puissance à un moment ou à un autre. Tu sais, tu regardes, Pascal, il y a quand même, tu sais, il y a déjà 0.5 de WAR après près d'un mois d'activité, donc il s'enligne pour un WAR de 3 quelques à ce rythme-là. Il a placé 31 fois la balle en lieu sûr. Il y a une moyenne de 298. Il y a quand même 13 points produits, il y a 2 buts volés, il y a un OPS plus au-dessus de la barre des 100. Tu sais, c'est pas une saison catastrophique pour lui, mais c'est sûr que la statistique du coup de circuit, surtout pour un gars qui est en dernière année de contrat et qui approche de l'autonomie, c'est sûr que cette statistique-là, elle frappe, puis comme Sébastien l'a dit, en plus au sein d'un club qui ne frappe pas du tout la longue balle. Là, c'est historiquement mauvais en termes de coup de circuit à Toronto en ce moment. Ben, cette année, c'est ce qui manque. Hein, tu l'as dit, on tente de mettre la balle en jeu. On y réussit la plupart du temps. Bichette, il est revenu à sa forme d'antan. C'est un frappeur de contact, mais il nous avait habitués quand même à un peu plus de puissance que ça. Puis ça ne veut pas dire que cette année, il n'a pas frappé la balle avec puissance, mais c'est juste qu'elle ne s'est pas trouvée au bon endroit sur son bâton au moment du contact. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à sortir la balle du stade encore. Mais on s'attend à un joueur, comme tu le dis, qui est en fin d'entente, qu'il puisse gonfler ses statistiques offensives. Puis pour un joueur d'arrêt court qui veut décrocher le gros lot sur le marché de l'autonomie, ben oui, tu peux avoir une bonne moyenne, tu peux avoir plusieurs coups sûrs, mais tu te dois d'avoir quand même une certaine puissance pour permettre à ton agent de négocier la meilleure entente possible. Et c'est ce qui lui manque actuellement. Sébastien, on dirait que plus le temps passe, puis tu sais, je l'ai dit, il n'y a pas une vilaine saison, mais malgré tout, il y a ces statistiques-là qui jouent contre lui. Tu sais, sa position défensive va toujours faire jaser.
plus le temps passe, j'ai l'impression que même si son agent, c'est pas Scott Boras, à moins que je me trompe, non, c'est pas Scott Boras, je pense quand même qu'il va utiliser la route Scott Boras si ça continue comme ça, c'est-à-dire peut-être signer un court contrat avec des options de sortie pour essayer d'encore plus remonter sa valeur. Parce que là, c'est un gars qui est âgé de 27 ans, donc à pareille date l'an prochain pour commencer la saison, il va avoir 28. C'est encore jeune, tu peux te permettre de retester le marché dans 1 an ou 2, mais si tu signes un contrat de 3-4 ans, ben là, après ça, tu tombes dans la trentaine, puis tu tombes du mauvais côté pour certains dirigeants. Je ne serais pas complètement étonné s'il n'y a pas son offre de dire je vais signer un petit contrat pour aller au deuxième but, puis on verra ce qui arrivera. Puis s'il le fait au sein d'une bonne équipe, ça peut lui donner une chance d'aller plus loin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de potentiellement ce chemin-là pour Bichette? Oui, c'est vraiment pas fou. Par contre, est-ce que le fait de signer ce court contrat va lui donner plus de puissance dans les prochaines années? Ça, je ne suis pas sûr. Tu sais, comme tu l'as mentionné, Pascal, le Bo Bichette qu'on voit présentement, c'est le Bo Bichette qu'on était habitué par le passé sans la puissance. Donc, je me questionne vraiment à savoir s'il va augmenter cette puissance-là dans les prochaines années. Je ne suis vraiment pas sûr. Puis dans une ligue de coups de circuit, on va se le dire, on cherche beaucoup la longue balle dans le baseball majeur présentement. Ça va être difficile d'aller chercher un gros contrat. Cela dit, je prends Bo Bichette dans cette forme-là n'importe quand dans mon équipe. Tu sais, des joueurs comme ça, tu en as besoin. Il faut aussi que le reste de l'alignement fasse le travail au niveau de la puissance. Mais autant que je peux prendre Bo Bichette dans mon équipe, je ne lui donnerai pas autant qu'un joueur qui peut frapper pour la puissance. Surtout, Pascal, bon, on regarde dans cette équipe-là. Hier, Anthony Santander a une journée de congé. Là, tu as Bo Bichette 1, tu as Vladimir Guerrero Jr. 2, et pour remplacer Santander 3, tu avais Andrés Jiménez, qu'on a finalement sorti du poste de 4e frappeur pour le mettre 3e. Et là, tu as Springer 4. Tu arrives rapidement à des frappeurs que tu te dis il me semble que c'est un bon 6e frappeur, pas un bon 3-4e frappeur. Ben, moi, si je suis le lanceur ou les lanceurs adverses, puis je regarde l'alignement des Blue Jays, je me dis que ça va être quand même une soirée où je n'aurai pas à regarder trop souvent en arrière de moi, là, à entendre le son de la balle sur le bâton puis de dire « Oups, elle est partie ». Mais ce n'est pas épeurant pour une formation adverse d'affronter les Jays actuellement. On parle de Bichette, mais tu as nommé les autres. Là. Vladimir ne s'enligne pas pour une saison de 40-45 circuits au rythme où ça va actuellement. Puis on se fie sur ces gens-là. On est allé chercher Santander pour sa puissance. À date, ce n'est pas lui qui traverse la balle le plus souvent non plus. Sinon, qui peut frapper une longue balle actuellement à Toronto, à part quelqu'un qui va se fermer les yeux une fois de temps en temps et qui va faire contact? Ça se demander si on n'a pas reculé la clôture au stade des Jays sans en parler à personne. Parce qu'actuellement, ce n'est pas de menace là, au niveau puissance de cette équipe-là. Les Orioles ont rapproché la clôture, les Jays l'ont éloignée, c'est ça? Exact. C'est le même ingénieur qui a travaillé sur les deux. Mais d'après moi, c'est tout un ingénieur parce qu'à chaque demi-manche, quand c'est l'autre équipe qui arrive au bâton, il ramène d'un petit 10-15 pieds et il n'y a personne qui s'en rend compte. Pas un mot sur la game. Tu as le toit qui bouge, tu peux avoir la clôture qui bouge. Là. Tout est dans le toit. Oui, ça doit être ça. Tu sais, les Mariners là, qui sont habitués de frapper dans un cimetière de frappeurs là, dans leur stade, là, je peux te dire que Rowdy Tellez était content de revenir à Toronto. Ils se sont payés la traite là, lors de leur séjour à Toronto. Oh, ils se sont payés la traite, all right. Je regarde la liste des circuits ici, les gars. Là. Andrés Jiménez qui mène le club encore avec 3 coups de circuit. Je vous rappelle qu'il n'y a pas un circuit au mois d'avril. Anthony Santander, il est à 2. Il a beau être un gars qui commence historiquement lentement, mais c'est lentement. George Springer qui est à 2. Et après, on a une panoplie de gars qui en ont 1, incluant Vladimir Guerrero Jr. et son énorme contrat. Tyler Heineman, le receveur numéro 2. Alejandro Kirk, Nathan Lukes, Alan Roden et Miles Straw, qui était dans les mineurs l'an passé pour les raisons qu'on connaît dans l'organisation des Guardians. C'est pas exactement chic, puis ça va prendre, Sébastien, certaines solutions quand même, que ce soit de rebrasser la sauce ou pas. Et à ce niveau-là, il y a Jean-Michel qui nous dit vu que pour moi, c'est pas juste le nombre de longues balles qui compte, mais Bichette, c'est plus un 2e frappeur, Guerrero Junior, 3e ou 4e frappeur, et il trouve qu'on protège pas assez les jeunes dans le rôle des frappeurs. Avec le retour de Varsho qui devrait revenir d'ici une semaine, si tout va bien, lui, il aimerait voir Alan Roden comme premier frappeur. Je ne déteste pas l'idée. C'est un gars qui a une bonne moyenne de présence sur les coussins. Bichette 2, Varsho 3. Ça ne peut pas être pire que Jiménez 3 l'autre fois. Guerrero 4, Santander 5, Allison Barger 6,
George Springer, 7. Alejandro Kirk, 8. Et Andrés Jiménez, 9. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de l'alignement de Jean-Michel? J'haïs pas ça. Moi, le Varsho au troisième rang, je ne suis pas un grand fan. Ouais. Si on décide de mettre Rodon au premier rang, pour moi, Vladimir doit être au troisième. Je ne pense pas qu'on doit descendre Vladimir aussi loin que le quatrième rang. Je pense que au troisième rang, avec Bo Bichette devant lui, ce serait parfait. Un Santander au quatrième rang. C'est sûr qu'après ça, le reste vient plus vite. Mais un Varsho, je comprends qu'il y a eu un excellent camp d'entraînement, mais s'il continue sur cette lancée-là, c'est peut-être lui qui devrait frapper au premier rang parce que je ne suis pas sûr que Rodon pourrait le faire de façon constante. Donc, pour moi, ce serait un des deux au premier rang de l'alignement et ensuite Bichette, Guerrero, Santander. J'aime pas beaucoup ça qu'on place un frappeur de la trempe de Guerrero aussi loin que le quatrième. Je veux l'avoir en première manche. Je veux qu'il revienne le plus souvent au bâton dans le match. Donc, c'est un alignement que j'aime bien, mais c'est juste le troisième rang que je changerais. Je suis un peu d'accord là-dessus. Puis Pascal, je suis curieux aussi de t'entendre à ce sujet-là. Moi, admettons, tu enlèves Varsho, tu montes Guerrero d'un rang au troisième rang. Tu montes Santander 4. À la limite, tu montes Barger 5 et même George Springer 6. George Springer ne frappe pas comme un gars qui mérite de frapper dans le bottom 3. Puis après ça, tu pourrais amener un gars comme Varsho au 7e rang ou à la limite, tu peux en échanger quelques-uns si tu veux une alternance gaucher-droitier ou quoi que ce soit. Mais Varsho, je le commencerai tranquille. Puis tu sais, la beauté du baseball, Pascal, c'est que si à un moment donné, il se met à super bien frapper puis qu'il a l'air du gars du camp d'entraînement, il n'y a rien qui t'empêche de le monter un petit peu plus tard durant la saison. C'est un bonus. C'est Jiménez qui est le grand perdant là-dedans, dans cette proposition-là, qui est rendu 9e frappeur, là, mais il est possiblement à sa place. On va s'entendre là-dessus. Mais tout ça, là, les jeux de chaises musicales, puis oui, je vois très bien Vlad au 3e rang, Santander au 4e. C'est vraiment leur place, peu importe qui va frapper 2e ou 5e. Mais est-ce que ça fait une équipe plus puissante pour autant? D'avoir les gens dans la bonne chaise. Tu sais, frapper un circuit, là, c'est une question d'attitude, c'est une question de timing, c'est une question d'être bien dans son rôle. Puis le fait de dire, aujourd'hui, tu frappes 3e, demain, tu vas frapper 4e, je ne sais pas. Ça ne fait pas une formation plus redoutable pour autant, là, si vous voulez mon avis. Là. Non, il a toujours manqué, Sébastien a toujours manqué un frappeur dans cet alignement-là. Puis en ce moment, on a plus envie de dire 2, peut-être 3, mais tu sais, on se rend compte là, qu'il a besoin d'aide à l'attaque quand même. Oui, exact. C'est sûr que peut-être dans le cas de Vladimir, le fait de le placer au 3e rang, il va frapper peut-être un petit peu plus pour la puissance que le contact. Ça, peut-être dans son attitude, sa philosophie, ça pourrait changer quelque chose. Ouais. Mais on ne devient pas par le fait même une formation puissante parce que Vladimir frappe au 3e rang du rôle offensif. Ça, c'est pas vrai. On l'a dit, il manque des bâtons dans cet alignement-là. Tu allais jusqu'à 3, je dirais peut-être 2 pour être réaliste. Là. Ça en prendrait vraiment un bon bâton puis un autre pour ajouter de la profondeur dans le milieu de cet alignement-là. Ouais. Mais on va les trouver où, ces bâtons-là? Peut-être à la date limite des transactions. Est-ce qu'on a les éléments pour aller chercher ce genre de joueurs-là? Ça, je suis moins sûr. En ce moment, Pascal, il y a des jeunes qui sont en train de pousser à Buffalo. Tu as Joey Loperfido qui a fini l'année. Tu as Relvis Martinez là, qui fait preuve de puissance. Là, récemment, on a rappelé Barger, mais il reste encore quelques gars en bas. Sauf que tu ne peux pas dire à ces jeunes-là, on a des aspirations de série, ça ne marche pas en haut, tu as 14 matchs d'expérience en haut, viens-t'en mon homme, amène-nous en série. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est mettre de la pression indue sur un jeune joueur, puis tu nuis à son développement plus que tu l'aides. Ces jeunes joueurs-là doivent dominer à Buffalo là, cette année. Puis ce n'est pas la solution à court terme parce que si on veut faire les séries, on va avoir de la difficulté à les faire avec l'alignement qu'on vient de voir, peu importe la position des joueurs. Mais en même temps, les jeunes joueurs qui sont à Toronto actuellement dans l'alignement, il y en a quelques-uns qui sont des joueurs d'avenir, mais sinon, les autres, je pense, sont plus là pour boucher des trous en attendant de trouver des solutions, comme tu dis, peut-être à la date limite des transactions. Mais ça ne fait pas une équipe top 10 actuellement, ça ne fait pas une équipe top 12, tant qu'à moi. Si on compare à des équipes comme les Padres, les Diamondbacks, je nomme même pas les Dodgers, les Yankees et les Mets. Les Phillies, c'est toutes des équipes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissantes que les Blue Jays le sont actuellement. Là. Les Blue Jays sont chanceux d'être dans l'américaine parce que dans la nationale, ils se feraient manger tout rond parce que la répartition du talent est assez différente. Sébastien, pendant ce temps-là, sur le monticule, il y a Max Scherzer qui est encore blessé. Il va être blessé pour un petit bout, là, de la misère encore avec son pouce.
Et à la surprise générale, Easton Lucas, qui était sorti de nulle part puis qui a été excellent pendant 2 matchs, est redevenu mortel. Donc, on l'a renvoyé dans le 3 après que ce soit fait traverser quelques fois. Et là, on se retrouve on vantait il y a quelques semaines à peine dire, tu sais quoi, il y a quand même un petit peu plus de profondeur sur le monticule. Et là, tu te retrouves avec la possibilité que parce que tu as des jours de congé, tu veux rouler à 4 partants pour quelques jours. L'histoire se répète à Toronto, on va dire ça comme ça. Tu sais, il y a quelques années, en 2023, quand Alec Manoah s'était blessé, je pense que pendant 1 mois et demi, ils ont roulé avec 4 partants ou une affaire comme ça. Et là, on se retrouve un peu avec la même histoire parce que on n'a pas de profondeur, puis Jake Bloss, il se fait traverser à Buffalo, puis Manoah est encore blessé, puis on va y aller à 4 partants. Puis le 4e, c'est Bowden Francis. Il est tôt, il est très tôt pour y aller d'une rotation à 4 partants. Puis on parlait dans les semaines précédentes de cette rotation qui est un petit peu vieillissante. C'est pas de bon augure pour le reste de la saison d'être déjà un petit peu dans le trouble puis de voir sauter le 5e départ dans la rotation. Elle est où, cette profondeur-là qu'on attend? Je comprends que Max Scherzer est blessé. Là, ça va un petit peu mieux, capable de mettre un petit peu de pression sur sa balle. Mais on est un petit peu dans le trouble à Toronto avec cette rotation-là qui ne fait pas des mauvaises choses. Easton Lucas, on le savait que ça allait revenir à la normale à un moment ou à un autre. C'est arrivé. Mais c'est une rotation qui a beaucoup de pression. Puis là, on va leur mettre encore plus de pression en y allant à 4 partants pour le moment. Je ne crois pas qu'on va pouvoir tenir le rythme avec 4 partants bien longtemps. Mais c'est beaucoup de pression pour justement une rotation qui est vieillissante puis qui doit traîner ce club-là parce que l'attaque ne fonctionne pas. Ça va. À un moment donné, il va y avoir trop de pression sur la rotation. Puis dans l'enclos, il commence à avoir des blessés et tout. Tu sais, il est de bonne heure pour parler de tous ces blessés-là, puis de profondeur. C'est le pain et le beurre là, des équipes du baseball majeur d'en avoir. Puis les Blue Jays, malheureusement pour eux, il en manque présentement. Mais actuellement, avec ce qui se passe à Toronto, où l'attaque ne produit pas, puis on se fie sur les lanceurs partants, puis on voit qu'on n'a pas de profondeur, je compare ça aux Rangers du Texas. Vous allez me dire la comparaison est boiteuse, mais au moment où on prend la photo, c'est-à-dire aujourd'hui, les Rangers ont une attaque anémique, ne frappent pas du tout. Puis c'est les lanceurs actuellement qui leur sauvent les fesses. Là. On va dire les vraies affaires. Par contre, avec plus de profondeur, un Nathan Eovaldi avec Jacob deGrom qui revient avec de l'étoffe, je pense que Toronto envie un petit peu les Rangers dans leur situation actuellement. Tu as raison, bonne comparaison. Puis en plus, dans le match d'hier, il y a Corey Seager qui a drôlement couru au premier coussin, s'est pris le côté de la jambe. D'après moi, il y a un petit voyage sur la liste des blessés qui attend le joueur d'arrêt-court. Ça va il n'est pas jeune, Corey. Là. Non, c'est ça, exact. On sait qu'éventuellement, avec la charpente qu'il y a, que jouer à l'arrêt-court, c'est difficile. Je pense que tranquillement, pas vite, au Texas, on va commencer à la possibilité d'y donner plus de jours comme frappeur de choix ou de l'envoyer un peu au 3e but, premier but, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais il va falloir commencer à penser à ces solutions-là. Au moins, il a amené la Série mondiale au Texas, donc ce sera mission réussie pour ça, mais je pense qu'on s'enligne en effet là, pour quelque chose d'un petit peu plus difficile pour ça. Pascal, on parlait ici là, des lanceurs partants. Il y a Jean-Michel qui nous dit Yariel Rodriguez, est-ce qu'il ne peut pas remplir ce rôle-là de 5e partant? Moi, de la façon que je le vois, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que sans l'avoir comme partant, on va s'arranger pour que certaines journées où on n'a pas de partant, qu'il puisse nous donner 1, 2, 3, 4 manches là, pour essayer d'économiser un petit peu cette relève-là. Quoique, bon, il y a des journées de congé qui s'en viennent. Mais éventuellement, quand il n'y en aura plus, peut-être que là, on trouvera un vrai 5e partant. Mais en attendant, c'est un gars qui peut peut-être lancer en longue relève aussi. Là. Ben, c'est un peu le couteau suisse actuellement. C'est le rôle qu'il a joué l'an passé. Il a quand même donné des bonnes manches là, à son gérant comme partant. Il est plus dans un rôle de releveur. Puis on en a parlé, je pense, dans le cadre d'une émission, là, nous trois, avant même que la saison commence. Avant même, je pense qu'on signe Scherzer de dire Rodriguez pourrait être la solution. Mais je pense qu'il n'est pas dans la bonne chaise nécessairement comme partant dans un rôle attitré. Oui, il peut venir dépanner, mais pas à long terme. Non, c'est ça. Ça va prendre. Ça prend quand même un petit peu plus de renfort là, du côté de Toronto. Tout à fait. Sébastien, allons-y maintenant avec ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Je ne sais pas pourquoi, Sébastien, j'ai envie de te lancer avec cette question-là. Je regarde ici là, la moyenne de points mérités des lanceurs par équipe.
Il y a 3 équipes qui sont en dessous des 3, OK? Ça va dans le Bronx, toi, là, hein? Non, mais pas loin. Non? Il y a les Tigers qui sont à 2,94. OK, t'es Il y a dans le les haut Pa- du classement. OK, je pensais que Oui. tu t'en allais dans le bas, là. Ah oui, dans le bas, est-ce qu'ils sont Ouais, avantageusement placés? quand Ils même. sont pas si pires, ils sont Pas si pire. 12e. Ils sont Ouais, c'est pas si 12e. pire. Parce que ça a été pire au début de l'année, mais ça s'est replacé. Ouais. Je te laisse Donc, aller. les Tigers à 2,94, les Padres à 2,92 et à 2,34, des 1000 en avant de tout le monde. La rotation, le personnel que Sébastien avait trashé. Je suis un peu coupable aussi, ceci étant dit, mais je n'ai pas jappé aussi fort que toi, fait que je vais te laisser prendre la chaleur un peu. Les Mets de New York, là, je ne m'attendais pas à ça, de ce personnel de lanceurs-là, mené de main de maître par Clay Holmes. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Alors, Ouais, hein? celle-là, en tout cas, je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas si toi, tu l'as peut-être un petit peu plus vu venir que moi, je ne sais pas, là. Non, pas pantoute. Non, pas pantoute, OK. Bon, mais c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe avec les Mets. Puis on croirait revoir un peu ce qui est arrivé l'an dernier. Parce que les Mets, il y avait une meilleure rotation que cette année, si on va se le dire, mais quand même, on ne les attendait pas. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent de l'excellent travail à ce point-là. Et cette année, mais c'est encore plus flagrant. Là. On a des joueurs qui sortent un petit peu de nulle part, dont Clay Holmes, qui était un excellent releveur. Ça a été un petit peu plus difficile l'an dernier, surtout en deuxième moitié de saison. Et là, il arrive comme partant, fait de l'excellent travail. On dirait que tout le monde a un petit peu steppé up en l'absence de certains plus gros noms dans cette rotation-là. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Pour les Mets, si ça tient comme ça, mais avec le retour des blessés, on risque d'avoir un excellent corps de lanceur. Je n'ai pas l'impression que ça va tenir encore bien longtemps, mais pour le moment, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Puis les Mets en ont besoin parce que Juan Soto n'a pas une mauvaise saison, mais il n'en a pas une excellente non plus. Offensivement, ça va pas toujours bien à tous les soirs. Donc, on a besoin de notre rotation en pleine forme. La raison pour laquelle je nous ai lancé là-dessus, Pascal, c'est que je voyais un commentaire de Brad ici qui nous dit Go Mets Go et Yannick qui nous souligne que les Mets, suite à leur victoire d'aujourd'hui, sont premiers dans la Ligue. Une fiche de 18-7, si je ne me trompe pas. C'est une 7e victoire de suite. Ça a été sur un coup sûr victorieux en fin de 9e manche. Les Mets, Pascal, qui ont une fiche de 12-1 à la maison présentement, c'est tout feu, tout flamme. J'ai l'impression que même s'il y a des blessés, mais même si tout n'est pas parfait, puis même si Juan Soto ne performe pas super bien, le vote de confiance de la direction de dire on paye le gros prix, on vous donne un Juan Soto. Pour le même prix, on pourrait carrément mettre un toit sur le stade. Là. Ça coûtait 800 millions de dollars mettre un toit. On a décidé de le mettre sur un voltigeur. Je pense que c'est un vote de confiance que les joueurs ont aimé puis ils se sont dit OK, la direction croit en nous, ben on va les récompenser puis on va pousser. Il y a quelque chose de le fun qui se passe à New York actuellement. Oui. Puis, je pense que les Mets peuvent quand même tester, se croiser les doigts par rapport à leurs lanceurs, continuer d'essayer des choses parce que les Braves sont en train de couler solide. Les Phillies, ils ont une bonne saison, mais moins bonne que celle des Mets. Puis les Nationals et les Marlins, ben, ça va toujours être des équipes de milieu ou de bas de classement. Fait qu'il y a un momentum assez incroyable à New York actuellement. Oui, il y a eu des essais. Oui, on a investi beaucoup sur Soto. Mais c'est comme si on avait investi tout sur l'attaque et qu'on n'avait rien gardé. On a gardé juste notre petit change pour le monticule. Mais pour le moment, ça fonctionne. Tu as raison, Sébastien, ça va durer combien de temps? Au mois d'août, au mois de septembre, est-ce qu'on va avoir le même discours? Est-ce qu'eux aussi vont essayer d'aller chercher des lanceurs à la date limite des transactions? Je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais ça va dépendre de leur rang au classement. Ça va dépendre où sont les Phillies. Ça va dépendre si les Braves ont réussi à se réveiller ou dorment encore. Mais ils profitent de quelque chose d'intéressant actuellement, puis on appelle ça du momentum. Tu l'as nommé, 12-1 à domicile. Ils ont balayé les Cards. Je pense que ça faisait plusieurs décennies que ce n'était pas arrivé. Donc, c'est plaisant de les voir. Puis, ils ont des détracteurs, comme il y a des gens qui les appuient. Mais actuellement, les détracteurs sont plutôt silencieux. Oui, absolument. Ils ne donnent aucune raison aux détracteurs de chialer à ce niveau-là. Puis les gens qui sont en place, ils font définitivement le travail. Il y a Yannick ici, par rapport aux Mets, qui nous dit Lindor MVP. Il se transforme de plus en plus là, comme un... Ça a été plus long à partir quand il est arrivé à New York il y a quelques années, mais rapidement, il a pris ses aises. Puis là, en ce moment, on voit un joueur qui est dominant et qui mérite son contrat. Ça fait du bien de voir ça là, chez les Mets de New York.
Et on a une dernière petite question ici, Sébastien, par rapport aux Mets, puis justement aux lanceurs. Est-ce que Sean Manaea va revenir bientôt? Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à Manaea? Comment va sa progression, sais-tu? On n'a pas de nouvelles fraîches, là, à moins qu'on ait manqué quelque chose. Je pense que les choses allaient bien du côté de Manaea. Il poursuit sa réhabilitation. Je ne pense pas avec ce qui se passe présentement avec la rotation partante, je n'ai pas l'impression qu'on va précipiter les choses pour Manaea. On peut se permettre, on a le luxe d'attendre qu'il revienne à 100% pour pouvoir terminer la saison en santé puis l'avoir en séries éliminatoires, parce que c'est pas mieux si on le ramène trop rapidement puis qu'on le perd rendu au mois d'août, septembre pour une autre fois, puis qu'il ne participe pas aux séries éliminatoires, qu'on se retrouve avec la rotation qu'on a actuellement qui performe, mais je ne pense pas que cette rotation-là va performer au mois d'octobre de cette façon-là. Non, exactement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Par contre, au niveau de l'attaque, Soto ne peut pas faire pire que ce qu'il fait actuellement. Il peut juste faire mieux. Puis Lindor, ben oui, il y a une saison MVP à venir jusqu'à présent. C'est drôle, hein, Soto, si vous avez remarqué, à part à Washington, quand il s'est retrouvé à San Diego, il y avait Machado, il y avait Tatis, malgré que Tatis n'allait pas nécessairement très bien à ce moment-là. À New York, l'an passé, il y avait Judge avec lui. Cette année, il y a Lindor avec lui. C'est que même s'il paraît mal à certains moments donnés, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais à sa place. Ce qui fait que oui, il y a un gros contrat, oui, il paraît bien, mais il est quand même bien entouré là, depuis 2-3 ans. Et là, cette année, c'est Lindor qui profite de la présence de Juan Soto derrière lui, tandis que Juan Soto a profité de la présence d'Aaron Judge l'an dernier. C'est inversé. Puis Lindor fait de l'excellent travail en profitant de cette présence-là dans l'alignement. Ouais. Puis juste en arrière, il y a l'ours polaire aussi, là, qui n'a pas un vilain début de saison. Il y a une bonne saison. Oui, mais ça a l'air que c'est pas, selon Juan Soto, ça ne serait pas suffisant. Là. Non, c'est ça. Ça prendrait quand même le juge. Non, ouais, d'après moi, Scott Boras, il a dit: tu as une option de sortie cet hiver, donne-toi des arguments cette année. Pascal, j'ai vu un extrait de podcast qui suggérait aux Phillies de Philadelphie d'appeler les Cards de Saint-Louis et d'aller chercher Nolan Arenado. Et j'aime l'idée, parce que Nolan Arenado pourrait stabiliser cette défensive-là, parce que les Phillies ont Alec Bohm qui, écoute, ça pourrait être mieux. Au troisième coussin, les Phillies, c'est un club qui a de l'argent. Les Phillies, c'est un club qui a de la profondeur, donc on n'est pas obligé de le faire frapper troisième ou quatrième. On peut le mettre dans le dernier tiers de l'alignement. Et les Phillies seraient potentiellement sur la liste d'équipes pour lesquelles Arenado accepterait une transaction. J'ai l'impression que ça peut... Je ne sais pas si ça va arriver, évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'aime l'idée puis j'aime le fit sur papier qu'on voit entre Nolan Arenado et les Phillies de Philadelphie. Puis moi, j'ajouterais à tous ces arguments-là, Charles, que Arenado qui reste dans la Ligue nationale, ben, c'est un avantage pour lui parce qu'il connaît bien les lanceurs, malgré que Ligue nationale, Ligue américaine, tout le monde joue contre tout le monde. Là. Il n'y a plus vraiment de distinction. Mais n'empêche qu'il connaît quand même mieux les lanceurs de la nationale qu'il peut connaître les lanceurs de l'américaine. C'est un secret de Polichinelle qu'Arenado ne passera pas la saison à Saint-Louis. C'est une question de temps. Philadelphie, selon moi, c'est un bon fit pour toutes les raisons que tu as évoquées. Bone, il est dans les rumeurs de transactions depuis l'an passé. C'est même surprenant qu'il soit encore là au moment où on se parle. Il peut être protégé dans l'alignement parce que les Phillies regorgent de talent en attaque. Fait que oui, si Arenado quitte les Cards, je pense que la direction de Philadelphie est un bon fit. Là. Parce qu'il y a des possibilités, c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus pour Nolan Arenado. Là, des équipes qui ont l'argent pour aller le chercher, lui, des places où il veut aller. Même Houston, il n'était pas sûr s'il était assez bon pour gagner. Fait que, ça dit la barre, elle est où par rapport à tout ça. Les Yankees ne cherchent pas un troisième but, Sébastien? Oui, certainement. Par contre, les Yankees n'étaient pas sur la liste des équipes où ils voulaient se retrouver. Ça pourrait changer. Quand il ne te reste pas beaucoup d'options, mais peut-être que tu peux changer un petit peu certaines choses que tu t'étais mis en tête. C'est sûr et certain que du côté de New York, comme je l'ai mentionné dans les semaines précédentes, c'est pas vrai qu'on va terminer la saison avec soit DJ LeMahieu ou Oswaldo Cabrera au troisième coussin. Pour moi, c'est un non-sens. Puis Oswaldo Cabrera fait quand même du travail honnête présentement. Là. On ne peut pas y en demander beaucoup plus. Il frappe dans le bas de l'alignement. Il fait son travail.
Par contre, ça ne peut pas être ton joueur de troisième but partant si tu souhaites te rendre à la Série mondiale comme l'an dernier. Donc, certainement que les Yankees vont être du lot, surtout si on réussit à se départir du contrat de Marcus Stroman. Mais les Phillies, moi aussi, j'aime beaucoup ça, le fait d'améliorer la défensive. Puis Arenado va pouvoir frapper un petit peu plus bas dans l'alignement avec cette puissance qu'on a à Philadelphie. Puis ça va signifier le départ d'Alec Bohm, qui pour moi, je ne le voyais pas débuter la saison à Philadelphie, il est encore là. Mais si tu as le choix entre Bohm et Arenado en ce moment, je vais y aller avec Arenado. Tu sais, Bohm, je pense que ça va aller mieux sous d'autres cieux. Un changement d'air, ça va lui faire du bien. Mais d'avoir Arenado à Philadelphie, ça va leur faire du bien aussi. Puis ce qui pourrait être encore mieux, c'est Arenado capable de lancer des manches en relève, ce serait encore parfait. ça pourrait les aider parce que la défensive et la relève à Philadelphie, on n'a pas encore trouvé la recette. Hein? Non, mais là, Gary Sanchez a lancé en relève la semaine dernière. Fait que si Gary Sanchez est capable de le faire, je pense que tout le monde est capable de le faire. Oui, tout le monde. Puis l'an passé, les Phillies et les Orioles ont bougé dans l'enclos ensemble. Pourquoi pas cette année encore pour le bon Gary? Jean-Michel qui nous dit quoi? Les Marlins, c'est pas le meilleur club pour Arenado? Les Marlins sont le meilleur club pour personne. Les Marlins sont le meilleur club pour quelqu'un qui gagne 500 000 $ par année. Oui, mais il n'y a pas le choix à ce moment-là. Oui, pas par semaine. Non. C'est juste ça la nuance. Mais écoute, Pascal, je voulais t'amener sur un autre sujet. J'ai lu un texte sur le site de la MLB. Ils ont demandé à plusieurs dirigeants, mettons que tu veux te construire une équipe, là, c'est quoi ta priorité? Là? C'est-tu, chez les joueurs de position, là, c'est-tu un voltigeur de centre élite qui est capable de frapper? C'est-tu un arrêt-court avec de la puissance? C'est quoi? Et la réponse d'à peu près tous les dirigeants, c'est receveur de franchise. Puis, je vais prêcher pour notre paroisse parce qu'on aime ça parler des bons jeunes receveurs. C'est un dirigeant anonyme de la Ligue américaine qui disait « Je pense pas que Adley Rutschman, je pense pas que William Contreras, les receveurs à Baltimore et à Milwaukee, vont se rendre jusqu'à l'autonomie parce que quand tu as un receveur comme ça, tu essaies de le prolonger. Puis si tu n'es pas capable, tu ne peux pas perdre toute cette valeur-là pour rien. Ben, tu l'échanges à une équipe qui, elle, va être en mesure de le prolonger puis de s'assurer qu'il ne se rende pas à l'autonomie. Je comprends que peut-être que le joueur ne veut pas signer non plus, mais les Orioles, ils attendent quoi pour prolonger Adley Rutschman? Peut-être qu'ils ont essayé et que ça n'a pas fonctionné, mais il n'y a aucune rumeur qui a émané de prolongation de contrat, de contrat à long terme pour le receveur des Orioles. Et moi, ça me sidère parce que je pense que si Rutschman est là à long terme, ben peut-être que c'est plus facile d'attirer des lanceurs aussi à Baltimore en disant tu vas travailler avec un des meilleurs receveurs de la Ligue pour les 15 prochaines années. C'est sûr, puis ça te permet de signer Charlie Morton. Mais n'empêche que tu as Adley Rutschman dans ta formation actuellement. Tu n'as pas le choix de le garder. Tu n'as pas le choix de le garder. Oui, Gunnar Anderson est important pour cette concession-là, mais c'est la base. C'est ton capitaine annoncé. Ouais. C'est avec lui que tu vas faire venir des joueurs autonomes de qualité à condition que tu les payes, évidemment. Puis là où je m'en allais avec ça, c'est que si tu prends la comparaison avec Buster Posey dans les bonnes années des Giants, il a fait une différence. Je ne compare pas Rutschman actuellement à ce que Posey a dû faire. C'est la même affaire avec Joe Mauer au Minnesota. Quand tu as des joueurs comme ça, de concession, qui sont capables de frapper, qui sont capables de diriger, on dirait qu'à Baltimore actuellement, là, je ne sais pas si c'est moi qui se trompe, là, on a le guide de comment repêcher des bons joueurs, mais on a perdu le guide de comment les gérer dans les majors. Parce qu'il y a tellement un gap entre les deux. On a repêché de façon magistrale durant des années. On a mis une équipe sur papier, sur le terrain qui est incroyable, mais depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui se passe. Puis si on ne signe pas Rutschman, pour ce que ça veut dire en termes de concession, bien là, je pense que la petite fenêtre, elle va totalement se refermer, puis on va barrer la porte, puis on va tirer la clé dans le fleuve. Là. C'est ce qui est en train de se passer à Baltimore. Puis il ne faut pas vivre le départ de Rutschman à court terme. Là. Non, exactement. Puis tu sais, regarde Thomas, c'est qui nous dit parfait exemple de la position la plus importante. Molina avec Saint-Louis, Posey à San Francisco, Mauer avec les Twins, Rodriguez à New York. Écoute, Buster Posey, là, il a tellement d'impact qu'en 2020, quand il n'a pas joué,
les Giants ne faisaient rien. Il est revenu en 2021, ils ont connu une saison historique. Il est reparti, il ne faisait plus rien. Il est revenu comme président, même plus comme joueur. Puis là, ils ont un début de saison de fou comme ça. Tu sais, il y a un aura qui vient avec ces gros receveurs-là, Sébastien. Puis, on ne peut pas lancer n'importe quel joueur dans cette catégorie-là, mais pour moi, le texte de la MLB l'a bien souligné. On parle beaucoup d'Adley Rutschman, puis avec raison. Mais Contreras aussi à Milwaukee, c'est vraiment quelque chose. Peut-être qu'eux, ça va être un petit peu plus difficile de prolonger Contreras, parce que prolonger des joueurs, on sait que c'est pas facile dans le plus petit marché du baseball majeur, mais c'est deux gars qui font la différence pour leur équipe. Puis même si tout va mal alentour, ben, ces gars-là sont capables de stabiliser une formation. Oui, ça change tout. Ça change tout d'avoir un receveur de cette trempe-là. Puis il y en a tellement peu que quand tu en as un sous la main, tu ne peux pas te permettre de le perdre. C'est pour ça que je pense que les Orioles ne peuvent pas se permettre de perdre Adley Rutschman. Peut-être que ça va être le seul joueur de cette cuvée-là qu'ils vont conserver dans leur rang. Mais si c'est le seul, ça va être le bon qu'ils vont avoir choisi parce que ça change absolument tout. Un leader comme ça, à la position de receveur, les Orioles n'en retrouveront pas un autre dans les 30 prochaines années. Donc, tu gardes ce gars-là. Si c'est le seul, tu le signes à long terme puis tu essaies de construire autour de lui. Je ne suis vraiment pas sûr que Gunnar Anderson même va demeurer à long terme avec les Orioles. C'est un client de Scott Boras, hein, Gunnar Anderson. Exactement. Donc, il risque de quitter. Mais s'il y en a un que tu ne dois pas perdre, c'est lui. Puis, il y en a tellement pas beaucoup. Tu parlais de cette liste-là. On ne peut pas tout mettre les noms dans cette liste-là. Mais pour moi, Rutschman, s'il continue à avoir ce genre de carrière-là, il va appartenir à cette liste-là. Il faut que tu apprennes du passé. Là, tu regardes, mettons, là, à Saint-Louis, il y a une couple d'années, ils ont laissé aller Pujols, mais ils ont gardé Molina. Les Giants, on a laissé partir Madison Bumgarner, mais on a gardé Posey. Tu sais, il faut que tu choisisses le receveur de franchise. Tu n'as pas le choix. Puis, Contreras, c'est la même chose, même si c'est plus difficile pour eux de prolonger leur joueur à long terme. Encore là, s'il y en a un seul que tu vas le faire, c'est avec lui. Oui. T'as pas le choix. Puis si lui, tu as déjà Jackson Chourio, ça te ferait quand même deux belles choses. Oui, assurément. Pascal, Ronald Acuna n'a pas encore joué cette année, mais il a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a Jared Kelenic samedi qui a admiré un simple. Il pensait clairement que c'était un circuit, il a admiré un simple. Il a essayé de l'étirer en double et ça n'a pas fonctionné. Ou non, il est resté au premier but. Mais bref. Non, il était retiré au deuxième coup. Il a été retiré, c'est ça. Tu dis admirer un simple, il aurait quasiment pu admirer un triple. Oui, exact. S'il était parti à temps. Oui, exact. Donc, il n'a pas assez couru et il a été retiré. Puis finalement, son gérant a décidé de ne pas faire grand-chose avec ça. Il s'est fait questionner puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ronald Acuna Jr., il y a quelques années, lui, il avait frappé aussi quelque chose qui aurait pu être un double et qui est devenu un simple parce que lui, s'est arrêté au premier coup simple. Et son gérant en 2019, qui était déjà Brian Snitker, avait dit « Ton match est terminé, tu as des choses à apprendre encore, donc on va te passer un message. » Et là, Pascal, visiblement, Ronald Acuna Jr., la mémoire longue, et il a juste ça à faire, se rappeler de ses erreurs du passé parce qu'il est allé critiquer son gérant sur les réseaux sociaux dans une publication qui a été évidemment effacée plus tard. Mais le mal était fait. Les captures d'écran avaient été prises. Et Ronald Acuna qui dit « Si ça avait été moi, on m'aurait retiré du match. » Je ne te dis pas qu'il a tort, nécessairement, Ronald Acuna Jr., mais il a vraiment manqué une belle occasion de se fermer la gueule dans un début de saison très, très, très difficile pour son équipe. Son équipe qui avait définitivement pas besoin de ça. Quand ça va bien, ça va bien. Puis actuellement, on en a la preuve à Atlanta. Snitker, il est comme victime de tout ça. Puis, tu sais, moi, je me mets à sa place à lui. Acuna, c'est ton joueur de concession à toute fin pratique. Tu veux que ce gars-là, il performe à chaque présence. Tu veux que ce gars-là, il tire son équipe vers le haut. Kelenic, là, tu sais, l'expérience à Seattle, ça n'a pas fonctionné. Il se ramasse à Atlanta. On s'entend que ce n'est pas lui qui va sauver les Braves. Il se passe la même affaire. Manque d'effort, admire une balle, peu importe, se fait retirer. Les attentes ne sont pas les mêmes. Tu sais, Snitker, il n'ira pas voir Kelenic en disant « Refais plus ça, mon homme, parce que tu es tellement un bon joueur d'avenir qu'on suit sur toi pour les 10 prochaines années. » Tu sais, il a dû se dire « Garde le cave. » C'est ça qu'il a dû se dire. Moi, je me souviens je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Jonathan Papelbon, il avait réagi à Bryce Harper qui avait tout simplement décidé que ça ne tentait pas de courir vers le premier but, mais lui, il avait à côté... Ça avait été quand même assez violent. Ça ne se passe plus comme ça dans le baseball majeur, heureusement.
Mais n'empêche que quand tu ne donnes pas l'effort, peu importe que tu t'appelles Acuna Jr., que tu t'appelles Kellenic, que tu t'appelles Harper, ben, tu ne montres pas l'exemple. Tu ne montres pas l'exemple, mais par contre, il y a des joueurs qui doivent le montrer plus que d'autres. Acuna en est un. Puis actuellement, entraîne-toi, essaye de revenir à ta meilleure forme possible, essaye d'aider ton équipe à reprendre du galon plutôt qu'à t'amuser sur les réseaux sociaux et à pousser ton entraîneur en dessous de l'autobus. Parce que, tu sais, c'est ça, comme tu l'as dit, Pascal, de pousser l'entraîneur en dessous de l'autobus publiquement. Parce que Sébastien, il y a un point quand même. Tu sais, Acuna, il n'y a pas profondément tort. Le problème, c'est que ton linge sale, tu le laves en famille. Il aurait dû aller voir son gérant et dire excuse, j'ai une question pour toi. Pourquoi cette situation-là, tu avais un résultat différent pour moi que pour lui? C'est une question qui se pose, mais elle ne se pose pas sur Twitter. Elle se pose la porte fermée dans le bureau. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Tu disais qu'il n'a pas complètement tort. Moi, je pense qu'il a entièrement raison, Ronald Acuna. Là. Sur le fond, il a entièrement raison. J'ai l'impression que ça remonte vraiment à cet événement-là quand Acuna s'était fait retirer du match. Snitker n'avait pas hésité à justement le jeter en dessous de l'autobus dans les médias après le match. Non seulement il l'avait retiré du match, mais il l'avait jeté sur l'autobus après la rencontre. Donc, c'est un petit peu le retour du balancier. C'est vraiment pas la chose à faire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose entre ces deux individus-là qu'on ne sait pas? Est-ce que ça part de ce moment-là? On ne sait pas si Brian Snitker va être de retour après la présente campagne. Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'interne? Je ne le sais pas. C'est sûr et certain que c'était très, très maladroit de la part d'Acuna d'agir de la sorte. Mais sur le fond, il avait entièrement raison. Tu ne peux pas avoir un double standard au sein de ton organisation. Tu retires ta vedette qui fait la même chose. Ton joueur un peu moins important, tu le laisses aller. C'est justement ça qui crée des frictions au sein d'un vestiaire dans le baseball majeur. Puis ça crée des frictions au sein d'un club qui n'en a pas besoin avec un début de saison catastrophique. Spencer Strider qui s'est reblessé. Jurickson Profar qui a été suspendu. Il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Le club, écoute, il est tôt, mais le club s'enligne possiblement pour manquer les séries. Tu sais, c'est pas réglé, mais je veux dire, c'est très, très mal parti là-bas. Donc, non, ça va prendre quelque chose de drastique là, si on veut sauver cette saison-là, si c'est possible de le faire. Pascal, je voulais te jaser un petit peu de la relève chez les Guardians de Cleveland. Emmanuel Clase qui a perdu le Nord depuis les dernières séries. Et là, d'un autre côté, tu as Kate Smith qui arrive et qui est très, très bon depuis l'an passé. Cette semaine, il a récolté un sauvetage. On essaye de ménager un petit peu Emmanuel Clase. On a dit récemment que Clase, il n'était pas sorti pour une opportunité parce que c'était un deuxième sortie en 2 jours. On voulait le ménager. Finalement, on sort le lendemain avec un petit problème à l'épaule ou quoi que ce soit. C'est pas clair ce qui se passe dans cet enclos-là. Emmanuel Clase, la question c'est, est-ce qu'Emmanuel Clase est en train de devenir un problème à Cleveland? Tu le dis, c'est pas de cette année. Ça a commencé, il a donné des circuits retentissants et très importants en série l'année passée qu'il n'aurait pas dû donner. Comme receveur numéro 1 dans le baseball majeur, là, toute catégorie confondue. Cette année, un releveur, on le sait que ça se passe entre les 2 oreilles. Oui, il y a le bras, mais il y a entre les 2 oreilles aussi. Puis Clase, ça n'a pas l'air à fonctionner tellement cette année. Le problème avec Clase, c'est que tu as Kate Smith qui est là, c'est celui qui met la table, mais qui est capable de faire plus que de mettre la table. Il est jeune, il est énergique, il est impressionnant, il a tout pour lui. Il donne rien ou à toute fin pratique, rien. C'est que moi, je me mets à la place du gérant des Guardians. Je me dis, mon releveur numéro 1, il y a de la difficulté. Il faut le protéger, mais j'ai Kate Smith qui est capable de faire le travail. Classé, il y a 4 sauvetages cette année. Kate Smith, avec son deuxième cette semaine, il se rapproche quand même à 2 de Classé. On va continuer de l'utiliser encore comme quelqu'un qui va mettre la table à Classé, mais tôt ou tard, il va falloir que le gérant se pose la question. Qui des deux est capable de fermer les livres pour mon équipe? Parce que les Guardians sont encore dans le portrait. Actuellement, malgré le bon départ des Tigers, les Guardians sont encore là et ils vont toujours être là. C'est un baseball inspirant, c'est un baseball de base. On a besoin de nos releveurs pour performer parce que ce n'est pas des partants qui lancent beaucoup de manches nécessairement. Donc, moi, j'aime ce que je vois de Kate Smith depuis l'année passée à son année recrue où il a dominé, continue de dominer et il ne montre pas des signes de faiblesse du tout. Là. Non, c'est impressionnant ce qu'il fait. Puis, l'an passé en série, on dirait que ça a été une belle plateforme pour lui pour démontrer l'étendue de son talent. Il a très, très bien répondu.
C'est très, 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 très impressionnant ce qu'on voit. Puis si ça peut continuer, ben, écoute, à chaque fois que tu veux monter dans le baseball, ben, tu voles la job de quelqu'un. Donc, s'il veut devenir le closer des Guardians, ben, il n'y aura pas le choix de déloger un certain Emmanuel Classé qui est considéré comme l'un des meilleurs de sa profession. Sébastien, j'ai dit le mot meilleur de sa profession, parmi les meilleurs de sa profession. Ça me mène à Paul Skeens, un des bons jeunes lanceurs. C'est sa deuxième année du côté du baseball majeur à Pittsburgh. Et déjà, il est clairement en train de comprendre que ce n'est pas une organisation qui fait tout pour gagner. Je regarde, là, quand tu dis que la culture des Pirates ne viendra pas de la direction parce que tu veux passer un message à tes coéquipiers, que c'est eux qu'il faut qu'ils se lèvent, ben, ton message à la direction, il est assez clair à ce niveau-là. Quand tu dis les amitiés ne font pas gagner des championnats, c'est pas pour dire à ton DG, je m'entends mal avec les gars dans la chambre. C'est pour dire, j'aimerais ça m'entendre avec des joueurs de talent, de plus gros talent dans la chambre. Déjà, Paul Skeens, il commence à passer ses messages. Là. Il n'est pas proche de signer une prolongation de contrat à long terme, lui-là. Si ça ne change pas, non. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est vraiment pas parce que les gars ne s'entendent pas dans le vestiaire. C'est justement, tout le monde s'entend bien. Tout va bien dans le vestiaire, mais on ne gagne pas de match. Ça va vraiment pas bien à Pittsburgh. On s'attendait à un petit peu plus, au moins, cette année. Là, c'est vraiment pas le cas. Puis Paul Skeens, il n'est pas là pour être un touriste. Là. Il veut gagner. Est-ce que c'est lui qui va faire changer finalement la philosophie de cette organisation-là? Je le souhaite. J'en doute fortement. Mais autant par ses actions sur le terrain que par ses déclarations dans les médias, il fait tout dans cette direction-là. Puis c'est vraiment un leader. Tu veux te ranger derrière Paul Skeens, mais là, il y a presque personne qui peuvent se ranger derrière lui parce qu'il n'y a pas assez de bons joueurs de talent. Donc, j'espère que les appels à l'aide de Skeens vont faire changer cette organisation des Pirates-là, mais avec de la façon dont c'est géré depuis tant d'années, avec le propriétaire qui ne dépense pas, qui met tout dans ses poches, ce serait très surprenant que ça change et ça va signifier le départ de Paul Skeens dans quelques années. Tu sais, Pascal, quand tu essayes de faire de l'argent sur le dos de Roberto Clemente, là, que tu enlèves son numéro dans le champ droit pour mettre une publicité, là, c'est que tu aimes l'argent, mettons. Ça démontre la classe de l'organisation. Hein. Oh oui. Quand Skeens a été repêché par les Pirates, moi, je suis convaincu que s'il avait été un peu plus vieux, il aurait eu en mémoire ce que Lindros a fait quand il a été repêché par les Nordiques. Possiblement que ça aurait pu l'inspirer de dire, est-ce que je veux vraiment aller là? Est-ce que je me lève? Est-ce que je mets la chemise des Pirates? Est-ce que je mets la casquette des Pirates? Mais là, aujourd'hui, il voit un peu le résultat de tout ça. Puis les partisans des Pirates, par contre, ils ont été quand même assez brillants d'avoir fait la file des kilomètres et des kilomètres pour avoir le bobblehead. Au moins, ils auront eu un souvenir du passage de Paul Skeens à Pittsburgh. Mais c'est pathétique ce qui se passe actuellement parce qu'on a un joyau entre les mains. On a un gagnant du trophée Cy Young pour encore plusieurs années, mais est-ce qu'il va gagner le trophée Cy Young à Pittsburgh? C'est la question qu'on peut se poser. Mais s'il va ailleurs, peu importe, à part 2-3 autres équipes, on a nommé les Marlins. Ça me surprendrait que Paul Skeens s'en aille à Miami. Mais peu importe où il va aller, ça va être un plus pour lui, puis il va se négocier un Cy Young pour les années à venir. Là. Assurément. C'est un beau talent. Il y a un bon début de saison. C'est pas extraordinaire, c'est pas parfait, mais c'est départ de qualité par-dessus départ de qualité. Il fait le travail, c'est pas de sa faute. Mais son équipe ne produit pas en attaque. Quand lui donne un point, son équipe n'en marque pas, ou quand lui en donne deux, son équipe en marque un. Oui, c'est ça. Faudrait qu'il fasse comme Jacob deGrom il y a une couple d'années quand les lanceurs pouvaient encore frapper, qu'il aille se frapper des circuits pour ça. Ça donne un petit peu du support offensif. Matt, il nous dit ici, dossier Skeens, peut-il devenir un exemple pour les jeunes au repêchage qui veulent jouer dans les gros marchés au baseball? C'est pas le seul qui pourrait avoir de tels problèmes. Le cas du baseball est différent un peu. J'ai l'impression que il y a des gars, souvent, le Sébastien, sont repêchés, mettons, avant de rentrer à l'université, puis ils sont repêchés après 3 ans plus tard s'ils n'aiment pas l'offre ou l'équipe par laquelle ils sont repêchés. Mais c'est rare qu'on voit des jeunes se lever au baseball et dire qu'ils ne veulent pas nécessairement signer ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'avec le parcours dans les mineurs qui est tellement long que tu ne sais pas de toute façon dans quel genre d'organisation tu vas arriver, c'est plus complexe au baseball. Oui, puis il y a tellement de joueurs
tellement de joueurs, peu d'élus. Donc, quand tu te fais repêcher, tu l'acceptes, tu fais tout en ton pouvoir pour te rendre jusqu'au baseball majeur. Puis, à partir de ce moment-là, il arrivera ce qui arrivera. Mais de là à refuser de se présenter pour une formation, comme tu l'as mentionné, si tu te fais repêcher une première fois, puis qu'au bout de 3 ans, ça ne fonctionne pas, mais tu peux revenir au repêchage. Donc, de cette façon-là, tu peux un petit peu contrôler cet aspect-là. Mais dans le cas des choix de première ronde, très haut dans cette première ronde-là, ça va être très rare, voire jamais que ça va arriver. Oui, on s'entend. Messieurs, le temps commence à jouer contre nous, mais on a quand même le temps d'aller répondre à quelques questions des auditeurs. Pascal, on a une question qui est revenue à quelques reprises concernant les Orioles de Baltimore. Je mets celle de Martin ici. Est-ce la fin de Brandon Hyde à Baltimore avec une équipe qui sous-performe beaucoup depuis le mois de septembre dernier? Sébastien a écrit un texte là-dessus, c'est aujourd'hui ou hier justement, à l'effet que, bon, écoute, Brandon Hyde, il était déjà sur une espèce de siège éjectable avec les doubles éliminations assez rapides en série. On a décidé de le conserver. Puis en ce moment, il est possiblement en train de faire dire à la direction, ouais, on a-tu vraiment pris la bonne décision de garder ce gars-là comme gérant? Bien, s'il y a un gérant qui est sur un siège éjectable actuellement, c'est bien lui. Ouais. Il va se faire congédier avant bien d'autres gérants. Là, puis on regarde des équipes de bas de classement. Quand c'est sûr que tu vas finir dernier, comme les White Sox, les Rockies, les Marlins, peu importe, ben, tu ne congédies pas ton gérant. Là. Tu bâtis avec quelque chose, tandis qu'à Baltimore, on a une équipe compétitive sur le terrain. Oui, il y a des lacunes sur le monticule, mais clairement, on ne gagne pas en série éliminatoire. Puis cette année, on a un mauvais début de saison en plus. On est dans une division très performante. C'est pas très intéressant. Puis si on a des décisions rapides à prendre, ben, je pense qu'il faut les prendre. Là. J'ai l'impression que oui. Je pense que Sébastien, tu vas être assez d'accord avec ça aussi. Oui, ben, je ne sais pas pour vous, là, mais voyez-vous le feu dans les yeux des joueurs des Orioles? Les voyez-vous compétitifs à chaque soir depuis le début de la saison? Moi, du tout. Du tout. Puis ça part du gérant. Je ne dis pas que c'est entièrement de sa faute, mais ça part du gérant. Puis c'est pas comme s'il avait gagné par le passé, puis là, c'est une mauvaise saison, on est capable de passer par-dessus. Non, ils se sont fait éliminer sans gagner un match de série lors des 2 dernières séries éliminatoires. Et là, tu débutes la campagne de cette façon-là, avec les éléments que tu as sous la main. Je comprends qu'au monticule, c'est très difficile, mais au moins, ton attaque devrait fonctionner. Au moins, tu devrais avoir de la hargne, de la compétitivité. On ne voit rien présentement chez les Orioles. Fait que ça prend un changement. Il y a quelques saisons, quand les jeunes ont commencé à percer, là, l'équipe, on voyait des jeux des Orioles au jeu de la semaine, au jeu de la soirée, peu importe, à répétition. Ouais. Il n'y a plus rien qui se passe. On dirait que le feu est éteint. Un joueur d'énergie comme Cedric Mullins, qui est un très bon joueur, un très bon voltigeur, ça n'a pas de l'air à y tenter plus que ça. Là. Non. C'est dur en ce moment. J'ai l'impression qu'ils se disent, peu importe ce qu'on fait, les lanceurs vont donner des points, puis ça va être à haut pointage. Donc, à quoi ça sert? Jean-Michel ici, Pascal qui nous dit pour les Orioles, Gunnar Anderson à recours et Holiday au 2e, sachant que Westberg et Urias sont au 3e. Ils ont des difficultés défensivement, moyens au bâton. Les changements, c'est pas juste au poste de gérant, mais des fois, c'est de dire, ben écoute, on a des jeunes qui poussent, le Kobe Mayo là, qui attend en bas. Si tu veux te battre pour ta job, ben il faudrait peut-être que tu commences à nous démontrer que tu as envie de jouer dans le baseball majeur. Là. Ben oui, il y a cet aspect-là que le joueur doit démontrer qu'il a sa place. Mais le gérant qui sent la soupe chaude, lui, devrait peut-être dire, ben si ça n'a pas fonctionné avec l'alignement que j'ai actuellement, avec les joueurs qui sont en place, ben peut-être que je peux déplacer des pions sur mon échiquier pour voir, je peux sauver ma peau comme ça, ou de toute façon, j'allais être pour être congédié, et je le suis. Exactement. Sébastien, j'ai une question pour toi, si je peux la retrouver. Oui, voilà. Question de Matt. Est-ce que le plan des Yankees pour Rodon, c'est de lui faire skipper les games à New York puis tu lances les games à l'extérieur? C'est assez ice and cool pour Carlos Rodon depuis le début de l'année. Oui, c'est pas une mauvaise stratégie. Rodon qui n'a pas donné de points à ses 2 derniers départs. Donc, quand ça va bien, quand on est sur la route, ça fonctionne. Puis présentement, les Yankees ont besoin de Carlos Rodon, peu importe. Là.
au Yankee Stadium à l'étranger, tu as besoin de Rodon parce que, à l'exception de Max Fried, Clark Schmidt revient d'une blessure. Carlos Carrasco, il donne ce qu'il peut. Will Warren aussi, un jeune joueur qui progresse bien, mais encore là, tu ne peux pas lui mettre toute cette pression-là. Donc, tu as besoin de Rodon, qui est ton lanceur numéro 2 en ce moment, qui devrait être dans la chaise de numéro 3 en temps normal, mais il nous manque Garrett Cole. Donc, tu as besoin de lui à domicile, qui est capable d'être solide. Peu importe les circonstances, quand va arriver le mois d'octobre, il faut que tu gagnes les matchs avec Rodon. C'est pas vrai que tu vas gagner juste une série avec Max Fried qui gagne ses rencontres. Il faut que Rodon suive par la suite. Puis ça va enlever un petit peu de pression sur Fried qui connaît un excellent début de saison, mais il ne pourra pas faire ça toute l'année. Il va avoir des soirs où ça va être un petit peu plus difficile. Le lendemain, si tu y vas avec Rodon, il faut que tu gagnes le match, il faut que tu renverses la vapeur. Puis c'est pas toujours le cas. Tu sais, Rodon, il peut te lancer 5 manches quasi parfaites et donner 2 circuits. Tu sais, c'est la longue balle qui lui fait mal, mais il va falloir qu'il trouve le moyen de garder la balle dans le parc, surtout à domicile. Pascal, on a une suggestion de Matt ici. Là, on parlait du poste de gérant des Orioles et Matt vient de nous amener 2 idées. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Albert Pujols ou Yadier Molina? Oui. Ben, moi, j'aimerais ça en garder un pour Saint-Louis, honnêtement. Je pencherais pour Molina, mais de voir un des deux à Baltimore, ben d'un, ça serait un peu bizarre de voir un de ces deux joueurs-là se ramasser à Baltimore, mais c'est des joueurs intelligents, c'est des joueurs qui ont dominé toute leur carrière, c'est des joueurs qui sont dus pour devenir des anciens joueurs, c'est-à-dire qui sont dus pour devenir des gérants dans le baseball majeur. La première place qui va se libérer, elle est peut-être à Saint-Louis aussi. Les Cards n'ont pas une si mauvaise année que ça, mais ils sont juste un petit peu en avant des Pirates. Mais aussitôt qu'il y a une place qui se libère, est-ce que c'est un de ces deux-là aura un coup de téléphone, aura un appel pour venir faire ses classes dans le baseball majeur? Ben, ça reste à déterminer. Mais oui, autant pour Pujols que pour Molina, ben, ce serait un plus pour les Orioles, là, assurément. Par contre, ça va faire moins bizarre que les voir avec les Cubs, comme certaines rumeurs ont circulé. Effectivement, effectivement. Ça, ce serait spécial. Oui. Sébastien, ça me fait penser qu'il y a on parle d'un ancien receveur en Molina. Il y a aussi un ancien receveur qui a été congédié il y a 1 an et demi et on n'en a pas réentendu parler depuis. Papy Ross, là, David Ross, il va-t-il avoir sa chance un jour? Ben, moi, je l'espère. Puis, on parle de Baltimore, là. David Ross à Baltimore. Pourquoi pas? Avec une jeune formation, on a vu ce qu'il a été capable de faire avec les Cubs. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment un upgrade sur Brendan Hyde. Là. Puis, tu sais, vraiment, on va pouvoir passer au prochain niveau avec ce genre de gérant-là qui a déjà fait ses classes. Pas très longtemps, mais tu sais ce qu'il est capable de te donner. Donc, moi, j'espère qu'il va avoir sa chance. Puis, tant qu'à avoir une chance comme ça, pourquoi pas avec une formation qui est bien nantie, à l'exception du monticule, mais on est capable de travailler là-dessus. Tu as des joyaux entre les mains, des jeunes joueurs avec qui tu peux travailler, avec le but ultime de gagner une série mondiale. Pourquoi pas? On va suivre ça évidemment à la valse des gérants. Et là, il y a Matt qui nous demande à quand Russell Martin, gérant des Blue Jays. J'ai l'impression que ce n'est pas un projet à court terme, mais à long terme, là, il parlait soit de Montréal, évidemment, qui n'a pas d'équipe, mais Montréal ou les Blue Jays là, qui ont été deux villes importantes pour lui. Je me demande si ça va arriver un jour, mais Pascal, un ancien gérant, un ancien receveur qui a de la graine de gérant comme ça, c'est lié à des postes de gérant pendant longtemps, parce que ces gars-là, ils voient la game comme personne d'autre. Ben absolument. Ça va peut-être être Los Angeles aussi quand Dave Roberts va décider de prendre sa retraite ou quelqu'un va lui faire prendre sa retraite. Là. Ça serait un bon fit aussi. Absolument. Le Charles, tu as quelque chose à sortir. Là. On vient de mentionner. Oh mon Dieu, j'ai pas été sharp, excusez. Non, là. J'ai pas été sharp. Je suis pas là. Non, tu ne vas pas là. Focus. Il y a Jean-Michel ici qui nous dit Dave Ross, un peu comme Dusty Baker avec Houston. Il y a le potentiel d'avoir une carrière à la Dusty Baker. Évidemment, ça prend du chemin, ça va y prendre une deuxième job pour ça. Là. Mais il a bien fait avec les Cubs. Là. Il peut avoir une belle carrière s'il veut, David Ross. Il serait encore avec les Cubs là, si c'était pas de Craig Counsell.
Oui, qui casse tout là, avec les Cubs. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode à 18h au lieu de 20h pour ceux qui nous ont écoutés là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Ce sera le cas la semaine prochaine si jamais le Canadien se rend jusque-là, survit jusqu'à ce moment-là. Et puis, si le Canadien ne joue pas, ben, on sera de retour à notre case horaire à 20h. Pascal, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. Merci à tous les auditeurs qui nous ont posé beaucoup de questions. Benoît qui nous dit bonne game de hockey à tout le monde. Je pense que c'est pas mal tous là qu'on se dirige probablement. Sébastien, merci beaucoup aussi d'avoir été là. Puis évidemment, bon, il y a ceux qui nous ont écoutés en live, mais on peut aussi retrouver le podcast pour ceux qui veulent l'écouter là, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, exactement. On va le placer l'épisode dans quelques minutes. Et bien sûr, sur notre site web, l'épisode va être présent et aussi nos textes qu'on publie à tous les jours sur l'actualité du baseball majeur. Donc, suivez-nous sur toutes ces plateformes-là, celles que vous préférez. Mais bien sûr, tout est regroupé sur passionmlb.com. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Puis, on vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.